Côte d'Ivoire, la crise électorale a poussé des milliers de personnes sur la route de l'exil. Le nombre de personnes ayant fui vers les pays voisins a dépassé les 10 000 selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. En Guinée, le président Alpha Condé affirme lors de sa première interview depuis sa réélection qu'aucune chasse aux sorcières n'était en cours dans son pays, malgré les interpellations ces derniers jours de figures de l'opposition. Et puis en Libye, des élus en concertation ce week-end ont appelé à l'approbation d'une constitution préalablement à la tenue d'élections, un préalable qui ne remet pas en cause la date du scrutin annoncée pour fin 2021. Voilà pour le titre. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, la crise électorale a poussé des milliers de personnes sur la route de l'exil. Le nombre de personnes ayant fui vers les pays voisins a dépassé les 10 000. C'est ce qu'a indiqué l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Voici les détails. Au moins 85 personnes sont mortes dans les violences liées à l'élection présidentielle du 31 octobre, depuis l'annonce en août de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé. Le Libéria concentre environ 9 500 des réfugiés, alors que les violences ont surtout eu lieu dans la moitié est du pays. L'Ouest ivoirien avait été toutefois un des épicentres de la crise de 2010 à 2011 qui avait fait 3 000 morts. Le Conseil constitutionnel a validé définitivement ce lundi la réélection d'Alassane Ouattara sur un score écrasant de 94,27%, alors que l'opposition ne reconnaît pas le résultat et avait boycotté le scrutin. Ouattara a rencontré mercredi le chef de file de l'opposition et ancien président Henri Konan Bédié pour tenter d'apaiser les tensions. L'opposition a notamment annoncé la création d'un régime de transition. Plusieurs de ses leaders ont été empêchés ou sont bloqués chez eux par les forces de l'ordre comme Henri Konan Bédié. Samedi, les avocats du porte-parole de l'opposition, Pascal Affi-N'Guessan, arrêtés le 9 novembre, ont annoncé ne toujours pas avoir vu leurs clients, alors que la libération de tous les prisonniers politiques est un préalable au dialogue politique demandé par l'opposition. Les deux principaux partis qui la composent, à savoir le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et le Front populaire ivoirien ont exigé vendredi dans une déclaration commune des actes d'apaisement du pouvoir avant tout dialogue politique. Bilan et communiqué de gendarmerie fictif, vidéos et photos détournées, Mbato, petite ville ivoirienne où des troubles électoraux ont fait 6 morts, a été pendant plusieurs jours l'objet d'infos sur les réseaux sociaux et de rumeurs qui ont encore fait monter la tension dans le pays. Reportage. Suite à la validation de la réélection du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat controversé, des violences éclatent dans le centre-est, notamment à Daoukro, fief de l'opposant et ancien président Henri Konan Bédié et Elibou, alourdissant le bilan des violences électorales à près de 80 morts. À Mbato, une manifestation de l'opposition dégénère en affrontement intercommunautaire entre Agni, ethnie locale, réputée pro-opposition, et Dioula, ethnie du Nord, réputée pro-Ouattara. Curieusement, la toile s'enflamme rapidement avec de fausses informations sur Mbato, ville enclavée où le réseau téléphonique passe mal. Sur les réseaux sociaux, on parle de dizaines de morts, d'un génocide chez les Agni commis par des barbares Dioula. Pendant 48 heures, Mbato occupe les conversations à Abidjan. On n'a pas vu de corps joncher les rues, on n'a pas vu des gens décapités. Seulement, les gens se tiraient dessus, effectivement, avec des fusils à calibre 12. Nana Beda Kadio II, chef de tribu Sawa de Mbato, confirme le bilan. Chez les Agni, il y a 3 morts. Côté Dioula, Abdoulaye Konaté, enseignant, confirme aussi un bilan de 3 morts. La guerre, là, nous, on ne veut pas ça. Nous, on est ici plusieurs années, il n'y a pas la guerre entre nous ici. Mais si ce n'est pas cette année, nous, on n'a jamais vu ça là. Donc moi, je n'aimerais pas que ça revienne. Je veux la paix dans mon village, en bateau. Les rumeurs, c'était tel magasin a été brûlé, tel cours a été brûlé, telle personne a été tuée. Donc chaque fois que l'un ou l'autre des camps entendait, chacun voulait se venger. Donc c'est ce qui a fait que la situation s'est plus envenimée. C'était les rumeurs même qui ont plus envenimé la situation. Aucun des nombreux habitants interviewés ne parle d'un bilan plus lourd. Toutefois, des faits choquants à Mbato se sont produits. C'est à cause de le match là. En tout cas, on peut dire que c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui sont en train de dire pour parler, commencer à saccager les choses là-bas. C'est eux qui ont commencé. Sinon, en tout cas, c'est pas venu par côté du là. C'est pas le village qui a commencé. L'armée et la gendarmerie sont désormais omniprésentes, sillonnant cette ville de 50 000 habitants pour empêcher tout nouvel affrontement.
Presque toutes les boutiques sont fermées, plusieurs maisons et commerces ont été brûlés ou vandalisés. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a reçu le soutien de ses partisans. Plusieurs milliers de militants du parti présidentiel, l'UDPS, ont marché samedi à Kinshasa pour soutenir les consultations initiées par le chef de l'État. Une initiative qui intervient en pleine crise avec le camp de son prédécesseur, Joseph Kabila. Ces milliers de militants du parti présidentiel UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ont scandé des slogans hostiles à l'ancien président Joseph Kabila. Ils ont aussi appelé à travers des chansons à la fin de la coalition Front commun pour le Congo FCC de Kabila et Cap pour le changement de Tshisekedi qui dirige la RDC en vertu d'un accord. Bien qu'encadrés par la police sous un soleil de plomb sur un trajet de près de 5 km, les manifestants ont tenté de brûler une effigie de l'ancien président Kabila avec un cocktail Molotov. Des policiers sont rapidement intervenus pour éteindre le feu. Le résultat final de la marche de ce jour est une rupture du mariage FCC-Cash, a déclaré l'un des manifestants, ministre délégué de la Défense et chef d'un parti allié au parti présidentiel UDPS. Sur le parcours, aucune banderole ou affiche ne reprend cet appel à la fin de la coalition. Le camp Kabila voit à travers ces consultations et la marche une tentative de faire l'unité de l'opposition dont est issu le président Félix Tshisekedi. C'est un complot pour neutraliser notre autorité morale, Joseph Kabila, le mettre hors jeu avec lui le FCC, a déclaré l'un des porte-parole des pro-Kabila. Mais les marges de Félix Tshisekedi sont cependant étroites. Le FCC, fidèle à l'ex-président Kabila, revendique 319 députés sur les 500 à l'Assemblée nationale et 90 sénateurs sur 109. En Guinée, le président Alpha Condé a affirmé lors de sa première interview depuis sa réélection qu'aucune chasse aux sorcières n'était en cours dans son pays. Ceci malgré les interpellations ces derniers jours de figures de l'opposition. Je vous propose quelques extraits de son intervention. Gouverner autrement, ça veut dire que je ne tolérerai plus ni corruption, ni copinage, ni népotisme. Et que je n'aurai pas d'état d'âme. Quiconque détourne, quiconque pose des actes contraires à la bonne gouvernance, c'est la sanctionner. Je veux que le gouvernement travaille pour le peuple et soit au service du peuple. Toute personne, qui soit ministre, premier ministre, président ou simple citoyen qui viole la loi, doit répondre devant la justice, c'est tout. Et il n'y a pas de chasse aux sorcières en Guinée. Personne n'est ciblé, sauf les gens qui sont accusés d'avoir commandité. Puisque nous avons arrêté les gens, c'est la justice à trancher. Les questions africaines doivent être réglées par les Africains. Donc pour moi, l'élection, c'est la CEDEAO et l'Union africaine. Et les deux ont dit que c'est une des élections les mieux organisées. C'est ça qui compte pour moi. Et les seuls observateurs qui étaient là, c'était les observateurs de la CEDEAO et l'Union africaine et des sociétés et de la société civile. Donc c'est eux qui peuvent porter des jugements. Et j'estime que la limitation de mandat ou pas n'a jamais été un principe que j'ai défendu. Donc j'estime que je suis resté fidèle à mes idées. Les gens qui parlent de limitation de mandat, ce sont ceux-mêmes qui soutiennent des gens qui ont 4-5 mandats. En réalité, le problème des gens qui critiquent, ils ne critiquent pas le principe de mandat ou pas, ils critiquent lorsque le président ne répond pas à leurs préoccupations, lorsque le président n'est pas à leur service. Quand le président est à leur service, il peut faire 20 mandats. Depuis ce week-end, la traversée de la frontière entre la Tunisie et la Libye est à nouveau possible. Cette réouverture intervient après une fermeture de 7 mois en raison de la pandémie de coronavirus qui a eu d'importantes conséquences sociales et économiques. Reportage. Il souffle comme un air de liberté retrouvée à cette frontière entre la Tunisie et la Libye. On a hâte de circuler de part et d'autre. De Tataouine à Médénine, de Zarziz à Ben Guedan, l'économie du sud tunisien est directement liée au commerce avec la Libye voisine. L'économie informelle, principale activité de la région, s'est effondrée au dernier jour de l'hiver dernier, plongeant dans la misère des milliers de familles. Cigarettes, téléviseurs, téléphones, médicaments, carburants, les produits achetés en Libye
inondent habituellement les marchés du sud tunisien où ils sont revendus quelques dinars supplémentaires. La levée des barrières à Ras Djedir va permettre aux fruits et légumes tunisiens d'alimenter de nouveau les étals des marchés libyens, un débouché vital pour les producteurs agricoles. Le secteur touristique à genoux espère aussi glaner quelques retombées. À Tunis, les hôtels haut de gamme misent sur l'arrivée de ressortissants libyens à la recherche de soins médicaux ou en voyage d'affaires quand les établissements côtiers, dont plus de la moitié a dû fermer, espèrent remplir des carnets de réservation désespérément vides par l'arrivée de clients fuyant les tensions. Les échanges commerciaux entre les deux pays qui devaient atteindre 3 milliards de dollars cette année ont été très lourdement impactés par ces 7 mois de fermeture. L'ouverture des frontières est toutefois assortie d'un protocole sanitaire très strict dont la présentation d'un test PCR négatif. Un centre de quarantaine a conséquemment été installé dans le sud tunisien. En Libye, des élus en concertation ce week-end ont appelé à l'approbation d'une constitution préalablement à la tenue d'élections. Toutefois, ce préalable ne remet pas en cause la date du scrutin annoncé par l'ONU pour fin 2021. Voici les images. Rassemblés sous l'égide de l'ONU, des représentants libyens, tous bords confondus, sont parvenus à un accord sur des élections devant se tenir le 24 décembre 2021. Premier résultat concret de leur dialogue lancé il y a 5 jours en Tunisie pour tenter de sortir leur pays de la crise. La question qui se pose désormais est de savoir sur quelle base légale seront organisées les futures élections parlementaires et présidentielles. Actuellement, la Libye est dotée d'une cour constitutionnelle provisoire datant de 2011 et d'un projet de loi fondamental dont certains articles restent controversés. Nous nous félicitons de toute proposition de date pour des élections, mais il faut se concentrer sur le projet de constitution, a souligné devant la presse Béji Al-Ouch, élu du Haut Conseil d'État, l'équivalent d'un Sénat basé dans l'ouest libyen. 1 an, cela nous laisse le temps de soumettre une constitution aux Libyens pour qu'ils l'approuvent ou la rejettent avant les élections. Un dialogue qui ne débouche pas sur un référendum constitutionnel ne pourra pas répondre aux attentes de la majorité des Libyens, a renchéri Abdelmonen Al-Sherif, membre de l'instance constitutionnelle chargée de rédiger la future constitution du pays. La mission des Nations Unies et les partis internationaux n'ont pas le droit de rejeter ce projet, a-t-il ajouté. Il a néanmoins estimé que cela pouvait se concrétiser dans les prochains mois pour aboutir à des élections en décembre. En attendant, dans une unité presque retrouvée, les élus ont publié un communiqué abhorrant le sceau des assemblées rivales, le Parlement de Tobrouk à l'est du pays et le Haut Conseil d'État à l'ouest. Les 115 délégués réunis à Tunis doivent également nommer dans les tout prochains jours les principaux responsables d'un nouvel exécutif unifié. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.